Bienvenue aujourd'hui. Je suis aussi la co-autrice du cas d'aujourd'hui. Enchantée. Enchantée. Bonjour, Bruno Dumontier, planificateur financier fiscaliste. Donc, je suis juge du cas d'aujourd'hui. Bonjour, Valérie Goudreau, donc fiscaliste et coprésidente du comité Jeunes fiscalistes de la Fondation canadienne en fiscalité. Donc, bienvenue. Alexa, je peux mettre mon PowerPoint? Oui, parfait. Parfait. Oui, c'est ça. Donc, le temps va recommencer dès que vous êtes prête quand vous commencez à en parler. Donnez-moi juste un instant pour vous envoyer le lien coucou. Parfait. Moi, il faudrait juste que je mette le clavardage de mon côté vu que je n'ai pas accès au lien coucou. Oui, en effet. Donc, dans le lien de clavardage, j'ai envoyé le temps. Donc, ça va être 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Tu devrais être capable de recevoir la notification. Sinon, tout le monde a pu se connecter au coucou. Oui, parfait. Donc, quand vous êtes prête, équipe A. Alors, bonjour, chère direction de Fast Speed Inc. Premièrement, je tiens d'abord à vous féliciter pour la réussite de votre entreprise. Ce n'est pas toutes les entreprises québécoises qui peuvent se vanter d'être entrées en bourse et d'avoir un succès comme le vôtre en temps de pandémie dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, mon équipe et moi, formée d'Aurélie, Caroline et moi-même, Marie-Pierre, sommes là pour vous aider et vous conseiller pour votre entreprise dans tous les divers aspects fiscaux et les enjeux autant réguliers que par rapport à la pandémie pour Fast Speed Inc. Voici 3 faits saillants du cas. Premièrement, pour l'année 2020, il n'y a aucun impôt à payer. Ensuite de ça, la PCU sera imposable pour tous les employés. Et finalement, nous vous conseillons d'y aller de l'avant avec la vente de l'immeuble du Centre-Sud. Pour l'agenda de la présentation, nous commencerons avec une analyse de l'impôt de la société. Ensuite de ça, nous avons fait une analyse des considérations pour les employés et nous conclurons avec l'analyse de tout ce qui a trait au nouvel immeuble. Alors, je vais céder la parole à Aurélie pour l'impôt de la société. Donc, bonjour à vous. Donc, on va commencer par vous dire par vous annoncer que vous n'allez avoir aucun impôt à payer pour 2020. Donc, par la suite, on va passer point par point pour bien vous expliquer comment on est arrivé à ce résultat-là. Donc, pour commencer, on va y aller avec les impôts différés aussi pour l'année 2020. Donc, vous allez avoir en tout, vous aviez 105 000 $. On a fait un ajustement de 138 000 $. Donc, vous allez avoir un impôt différé de 243 $ en négatif. Donc, par la suite, on va y aller pour la provision pour les comptes débiteurs. Donc, la provision pour les comptes débiteurs est déductible seulement lorsqu'elle est calculée en fonction de l'âge des comptes, ce qui était le cas en 2019. Donc, lorsqu'il y a une provision prise une année, il faut toujours l'ajouter au revenu de l'année d'après. Donc, on va pouvoir venir ajouter la provision de 2019. Malheureusement, on n'avait pas les chiffres précisément, donc on n'a pas pu l'ajouter, mais lors d'un prochain mandat, on va pouvoir faire l'ajustement. Pour la provision de 2020, malheureusement, vous n'aviez pas pris en compte l'âge des comptes, vous avez juste pris un 10 %, donc on va devoir l'ajouter au revenu fiscal de 2020. Donc, par la suite, on va parler du crédit de recherche et de développement. C'est très intéressant ce que vous avez mis en œuvre en 2019, en 2020. Vous avez bien investi dans votre entreprise. Donc, le traitement comptable, malheureusement, il n'était pas correct puisqu'il doit être déduit des actifs des stocks et non pas des salaires. Donc, il y a un ajustement qui peut être aussi à faire en 2019, lequel on a fait pour votre impôt exigible de 138 000 $. Et le crédit d'impôt va être déductible de l'impôt à payer de 360 000 $ pour l'année 2020. Par la suite, la contribution au régime de retraite à prestations déterminées. Donc, vous aviez un déficit à venir ajuster de 241 000 $. Donc, on va pouvoir venir le déduire de votre revenu fiscal. Ensuite de ça, la subvention salariale d'urgence que vous avez reçue. Vous avez reçu une subvention de 356 000 $ qui a été déduite dans les salaires, ce qui est bien puisque ça venait justement payer vos salaires. Par contre, la subvention, dans les conditions pour l'obtenir, il fallait avoir une diminution de revenus de chiffre d'affaires. Au tout début, c'était de 30 %. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que vous avez vraiment explosé votre chiffre d'affaires. Donc, je vous conseillerais de conserver un montant dans votre enquête pour être sûr de pouvoir d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir le rembourser si jamais l'ARC venait vous challenger là-dessus.
Ensuite, le boni de 25 000 qui était octroyé qui était prévu pour un dirigeant, mais finalement, il ne respectait pas les conditions pour l'obtenir. Donc, il n'est pas déductible, donc il va falloir venir le rajouter. Ensuite, les nouvelles cotisations, vous avez eu un retour de l'ARC dernièrement pour les frais d'intérêt et pénalités. Donc, les frais de pénalité d'intérêt, c'est jamais déductible dans l'impôt. Donc, il va falloir venir le rajouter pour 23 000 Donc, pour le restant de vos nouvelles acquisitions pour l'année, je vais céder la parole à Marie-Pierre. Merci, Aurélie. Donc, pour ce qui est des nouvelles acquisitions, la première nouvelle acquisition que vous avez faite en 2020, il s'agit, à la prochaine diapositive, de la composante pour la chaîne de montage. Donc, ça, c'est une acquisition qui va aller dans la catégorie 53 pour la déduction pour amortissement. Et l'incitatif à l'investissement accéléré est non admissible pour cette catégorie. Donc, on arrive à une déduction pour amortissement de 1 592 500 pour cette catégorie. Ensuite de ça, pour ce qui est du module de gestion des inventaires pour bonifier le logiciel, c'est une catégorie 50 et pour cette catégorie, vous avez le droit à l'incitatif à l'investissement accéléré. Donc, on arrive à une déduction pour amortissement de 701 250 pour cette acquisition. Ensuite, pour ce qui est de l'acquisition du matériel de bureau, c'est une acquisition qui va aller dans la catégorie 8. C'est encore une fois admissible pour l'incitatif à l'investissement accéléré et ça vous donne une déduction pour amortissement de 195 300 $. Par la suite, pour la prochaine acquisition, soit le terrain et les nouveaux espaces commerciaux au centre-sud, c'est des acquisitions qui vont aller dans la catégorie 1 et ça va inclure dans le coût d'acquisition, on va inclure les coûts initiaux pour la bâtisse, les coûts de démolition et la construction de la nouvelle bâtisse selon les normes LEED, soit 7 290 000 $ et c'est admissible à l'incitatif pour l'investissement accéléré. On arrive donc à une déduction pour amortissement de 656 100 $. Ensuite de ça, pour ce qui est des amortissements, l'amortissement comptable est non déductible dans le calcul du revenu fiscal. Donc, on l'a ajouté et pour l'amortissement fiscal, il est déductible pour cette année et dans les années subséquentes, considérant qu'on arrive à un revenu qui est moins grand que nos dépenses. Donc, on est venu déduire la partie qui allait nous rendre avoir un revenu avec les crédits d'impôt de 0. Le reste des déductions pour amortissement de l'année 2020 sera à déduire dans les prochaines années. Ensuite de ça, vous verrez ici mon tableau d'amortissement. On pourrait revenir à la période de questions si vous avez davantage de questions par rapport à ça. Pour ce qui est des provisions, la provision pour litige de 289 000 $ est non déductible quand c'est une provision comptable qui est non admise dans le calcul du revenu fiscal. Et la provision pour garantie de 35 000 $ est encore une fois non déductible car c'est une provision comptable. Par la suite, pour ce qui est du party de Noël virtuel, ça en fait, on va considérer ça comme une activité mondaine. Pour ce qui est des règles des activités mondaines, vous avez le droit à 6 événements maximum pour tous les employés et le coût maximal doit être de 150 $ par employé. Et c'est déductible à 100 % pour votre entreprise. Pour ce qui est de votre cas, à la prochaine diapositive, nous verrons qu'il y a 325 000 $ qui a été dépensé pour ça et c'est tout déductible. On arrive à un coût de 217 $ par personne et donc, ce qui est supérieur aux 150 $, ça va être un avantage imposable pour vos employés. Par la suite, pour ce qui est de la retraite aux îles de la Madeleine qui a remplacé le voyage annuel, c'est 88 000 $ qui va être déductible pour votre entreprise, mais ça va être un avantage imposable pour les employés. Ensuite de ça, pour la loge à l'Arena, c'est considéré comme un frais de représentation, donc seulement 50 % va être déductible, soit 34 500 $. Ensuite, pour les frais de financement, le 16 000 $, soit les frais financiers, va être déductible et les frais légaux aussi seront déductibles car c'est tous dans le but de gagner un revenu pour des prêts qui ont été encourus. Par la suite, pour ce qui est de l'impôt exigible de 2020, on peut revoir le calcul ici avec tous les ajustements qui sont faits. On arrive donc à un impôt à payer de 0 $ puisque le revenu net de cette année est de 0 $. Donc, je vais céder la parole à ma collègue pour ce qui est des considérations des employés. Oui, donc vous nous avez fait part que vous aviez plusieurs questionnements au niveau du département des ressources humaines
quant à un programme incitatif pour les employés, ainsi que d'autres considérations pour les employés. Donc, si on regarde d'abord le programme incitatif pour les employés, au niveau du programme d'assurance, donc ça se divise en plusieurs catégories. D'abord, l'assurance maladie privée. Donc, pour l'employé, c'est un avantage imposable au fédéral, au provincial, au fédéral, non, et au provincial, oui. Les prestations sont imposables, non, ne sont pas imposables au fédéral et sont imposables au provincial. Au niveau de l'assurance vie, l'avantage est imposable des deux côtés des gouvernements et les prestations sont non imposables. Au niveau de l'invalidité à court terme, l'avantage n'est pas imposable ni au fédéral ni au provincial, mais les prestations sont imposables au fédéral et au provincial. Vous nous avez fait part qu'actuellement, les employés payent 50 % de ce programme d'assurance ici présenté et que de votre côté, en tant qu'employeur, vous payez 50 %. Donc, de votre côté, ce n'est pas un avantage qui est imposable, c'est vraiment pour les employés selon les restrictions ici émises. Donc, vous nous avez fait part au niveau du programme d'invalidité à long terme que vous aimeriez le mettre en place et que vous avez la recommandation que 100 % serait payé par les employés et vous questionnez à ce niveau-là. Donc, actuellement, si on regarde pour l'employé, ça serait au niveau de l'avantage imposable, ça ne serait pas imposable ni au fédéral ni au provincial. Par contre, les prestations seraient imposables au fédéral, mais pas au provincial. Et à ce niveau-là, pourquoi vous n'êtes pas certain au niveau du 100 %, c'est parce que on pense que c'est en fait au fait que les employés sont imposés sur leurs prestations, mais étant donné qu'ils peuvent avoir une déduction, vu que ce n'est pas un avantage imposable pour eux, ils pourraient le payer à 100 %. Si on regarde plus en profondeur le programme d'achat d'actions. Donc, côté employé, vous aviez 3 actions que vous vouliez donner aux employés, une que vous donneriez vous-même et 2 que les employés achèteraient. Donc, en ce qui a trait à cela, bien, puisque vous n'êtes pas une SPCC et que il n'y a pas de lien de dépendance avec l'employé, l'avantage imposable va être à la levée de l'action. Donc, il va y avoir une déduction dans le revenu imposable de l'employé de 50 % qui est, par rapport à l'avantage imposable qui est inclus à 3 dans le revenu d'emploi. Si on regarde pour le programme d'achat d'actions au niveau des membres de la direction, donc c'était divisé en 2 catégories au niveau du boni qui était traditionnel avant, seulement basé sur la performance. À présent, il est basé sur la performance, donc imposable dans le revenu, le boni en tant qu'autre revenu. Au niveau du bloc d'action pour le programme d'achat d'actions, eh bien, ça va être les mêmes conditions, en fait, que les employés. Et c'est important ici que, puisqu'on considère que, puisque c'est des membres de la direction, vous allez peut-être leur émettre les actions à un prix de levier moindre que la JVM, soit la juste valeur marchande, à l'octroi. Alors, ce sera un avantage imposable à la levée, à l'octroi de l'action. Ensuite, vos employés avaient plusieurs questionnements. Donc, d'abord, l'employé à temps partiel qui a reçu la PCU. Donc, comme on sait, la PCU pendant la COVID a été temporaire. Donc, 2 000 $ par mois qui étaient octroyés aux gens qui faisaient la demande. Le montant était brut lors de la réception, mais le gouvernement avait averti que ça allait être imposable pour l'année 2020 dans l'impôt à payer. Donc, pour l'employé, qu'est-ce que cela signifie? Bien, il devra l'ajouter dans ses autres revenus puisque c'est un revenu externe à l'emploi. Le montant à inclure pour cet employé, considérant qu'il mentionnait qu'il a reçu la PCU de mars à mai et est retourné au travail en juin, eh bien, ce montant à inclure sera de 6 000 $. Pour les prestations du gouvernement via le programme de travail partagé. Donc, le programme de travail partagé est en fonction des employés admissibles aux prestations d'assurance-emploi. Et considérant que les prestations d'assurance-emploi sont ajoutées dans le revenu normalement et déductibles dans le revenu imposable, et bien dans le cas de programme partagé, ça va être le même fonctionnement. Donc, le montant qu'il va devoir ajouter, considérant que c'était 115 000 $ pendant 12 semaines, alors ce sera 1 380 $ dans autres revenus qui devraient être inclus. Et ce sera déductible dans le calcul du revenu imposable de l'employé puisque c'est admissible au même titre que les prestations d'assurance-emploi.
Pour les déductions pour le télétravail de la personne de l'employé qui faisait du travail à la maison en raison de la COVID, eh bien, pour que ça soit admissible comme des dépenses de bureau à domicile, il faut que ça soit exigé par le contrat de travail et que le local de travail sert principalement à plus de 50 % de la fonction ou dans le cas qu'on rencontrerait des clients aussi pour tirer du revenu d'emploi. Dans le cas de l'employé, on croit que c'est exigé dans le contrat de travail puisque c'est en raison de la pandémie. C'est vous, en tant qu'employeur, qui, en raison des mesures gouvernementales, n'avez pas eu le choix de l'exiger. Si son local de travail est utilisé à plus de 50 % pour la fonction d'emploi, alors elle pourra inclure des dépenses admissibles dans son revenu, dans son calcul d'impôt pour l'année 2020. Bien sûr, il y aura la documentation nécessaire à fournir de la part de l'employeur. Donc, au niveau des dépenses qui sont déductibles, il va y avoir l'électricité, le chauffage, les produits de nettoyage et loyer, étant donné que ce n'est pas un employé à commission. Et bien attention, il ne faut pas que ça dépasse, les dépenses ne doivent pas dépasser le revenu d'emploi. Je cède la parole à Aurélie. Donc, vous nous avez parlé, vous aviez acquis un nouveau terrain, puis vous avez construit un immeuble là-dessus. Par contre, vu la pandémie, on a vu qu'est-ce qui s'est passé, vous avez dû mettre tout le monde en télétravail, vous n'utilisez pas encore cet immeuble-là. Donc, vous avez aussi fait part que vous n'aviez pas commencé l'amortissement comptable. Vous prévoyez de le commencer seulement lors du déménagement. Par contre, ça va juste être un petit ajustement à faire. Il faut absolument commencer l'amortissement dès qu'il est prêt à être utilisé dans la fonction où c'est prévu. Donc, vous avez reçu une offre d'achat pour la bâtisse et on va se questionner sur si c'est un gain en capital ou un revenu d'entreprise pour savoir comment on va devoir l'imposer. Donc, pour déterminer ça, il faut se baser sur une question de fait. Donc, quelles étaient votre intention, le lien avec l'entreprise, la durée de possession, le nombre de fois que vous faites ça, les circonstances de la vente et les projets de risque. Donc, si on analyse tous les critères, donc votre intention première, c'était bien de l'utiliser. Vous n'aviez pas l'intention de le vendre. Le lien avec l'entreprise, votre entreprise n'est pas une société de courtage immobilier. Donc, vous n'achetez pas des terrains pour les construire et vendre ça par la suite. De plus, vous ne l'avez pas possédé vraiment longtemps. Ça, c'est un peu ça va plus dans la catégorie de revenus de biens, comme vous n'avez vraiment pas possédé longtemps. Les deux premiers critères, ça va en faveur du gain en capital. Le nombre et fréquence d'opérations semblables, vous n'en avez jamais fait. Donc, ça aussi, ça passe dans la balance du gain en capital. Puis, les circonstances de la vente, ce n'était pas une vente que vous aviez prévue. Vous avez reçu une offre d'achat qui n'était pas désirée. Donc, ça aussi, ça va en faveur du gain en capital. Et est-ce que c'était un projet à risque? Oui, c'était un projet à risque de construire, d'acheter un vieil immeuble, de le détruire et de le reconstruire. Est-ce que vous auriez pris ça en risque normalement? Je ne crois pas. Donc, ça aussi, ça va en revenu d'entreprise. Par contre, en analysant tous ces critères-là, nous avons déterminé que c'était plus un gain en capital. Donc, la vente d'un immeuble, ça serait un gain en capital. Donc, l'argent qu'on ferait dessus, ça serait seulement imposé à 50 %. Donc, si on commence par la bâtisse, si on vend ça, on a un coût d'acquisition avec les coûts de démolition, les coûts de construction, dont un prix de base ajusté de 7 millions. Donc, avec ça, ça vous ferait un gain de capital de 355 000 $ imposable. Et puis, vous auriez malheureusement une récupération d'amortissement de 656 100 $ qui irait à votre revenu d'entreprise. Par la suite, pour ce qui est du terrain, donc on a comptabilisé les coûts d'acquisition, les coûts de décontamination pour revenir à un prix de base rajouté de 935 000 $, puis à un gain en capital imposable de 532 500 $. Donc, ce qui vous donne comme argent en main, si vous acceptez l'offre de 10 millions, on enlève l'impôt sur le gain en capital de 345 000, on enlève aussi l'impôt sur la récupération d'amortissement de 98 000. Donc, ça vous donne en main 9 558 000. Donc, sur votre investissement que vous avez fait lors de l'achat et toutes les dépenses encourues, vous avez un profit de 1 300 000 $. Pour ce qui est de la vente des bureaux à Brossard, si jamais vous choisissez cette option-là, donc, pour la bâtisse, vous auriez un produit de disposition de 4 400 000 $ pour un prix de base rajouté de 6 millions. Par contre, comme c'est un bien à usage personnel, il n'y a pas de perte en capital qui peut être déduit dessus. De plus, vous voyez que le produit de disposition, ce n'est pas 4 200 000 $.
comme il y avait une perte, il allait l'éponger avec le produit de disposition du terrain, vous allez voir tout de suite après. Mais bref, tout ça, ça vous donnerait une perte finale de 256 000, une perte finale qu'on pourrait venir déduire de votre revenu total. Donc, par la suite, ça fait vous n'avez pas de gain en capital sur le terrain, puisqu'on est venu ajuster le prix, et en main, ça vous donnerait 4 899 000. Donc, si on compare les trois options que vous avez, soit vendre un nouvel immeuble, vendre les bureaux de brossard ou faire la location de l'immeuble, donc le nouvel immeuble, vous aurez beaucoup plus d'argent en main. Vous avez déjà une offre qui est reçue, puis le télétravail est vraiment en grosse croissance en ce moment. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout l'espace que vous avez aménagé du nouvel immeuble? Pour le bureau de brossard, il y a une baisse du marché immobilier, il y a des frais de déménagement à faire. Sinon, pour les coûts de location, pour la location, il y a des coûts de réaménagement plus d'entretien. Donc, on vous suggère vraiment de vendre le nouvel immeuble. Donc, je laisse la conclusion pour ma collègue Marie-Pierre. Donc, merci Aurélie. On espère que tous nos conseils pour votre entreprise, autant pour les aspects fiscaux par rapport à vos activités normales et à la pandémie, vous auront été utiles et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci de votre écoute. Merci.